Vous êtes chez vous, tranquille, et votre aspirateur robot décide d'envoyer la cartographie complète de votre appartement à un serveur en Chine. Votre caméra de surveillance, elle, est accessible par n'importe qui sur Internet. Ce couple de Français, qui a peut-être des caméras pour surveiller son domicile, se retrouve instantanément sur Internet. Le hacker s'est invité dans l'intimité de cette famille. À l'image, nous découvrons une femme et ses 2 enfants, un garçon et une fille. Et vous ne le savez même pas. Et le pire, c'est que même si vous le saviez, votre box ne vous permettrait pas de bloquer quoi que ce soit. Ce scénario, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité de la plupart des installations. Et la raison est simple, personne ne surveille ce qui sort de votre réseau. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui sont censés faire ce travail, le routeur et le firewall. On va comprendre comment ils fonctionnent, ce qui les distingue et surtout, on va enfin comprendre le NAT, ce fameux mécanisme invisible qui permet à tous vos appareils de contacter Internet alors qu'ils n'ont pas d'adresse publique. Si vous avez suivi les 2 premières vidéos, vous savez ce qu'est une adresse IPv4, un masque de sous-réseau et la différence entre une adresse publique et une adresse privée. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande très fortement de les regarder avant, les liens sont en description. Bien, dans la première vidéo, je vous ai dit que le routeur, c'est le chef d'orchestre du réseau. Mais j'ai aussi mentionné le firewall en le comparant à un videur de boîte de nuit. Et très souvent, les gens confondent les deux. Alors, on va mettre les choses au clair. Le routeur, son job, c'est d'acheminer les données. C'est un aiguilleur. Il reçoit un paquet de données, il regarde l'adresse de destination et il décide par où l'envoyer. Si la destination est dans votre réseau local, il garde le paquet en interne. Si la destination est sur Internet, il l'envoie vers l'extérieur. C'est ça, le routage. On va reprendre notre métaphore de la ville. Le routeur, c'est le rond-point central. Il ne décide pas si vous avez le droit de passer, il ne vérifie pas non plus vos papiers. Il se contente juste de lire la destination et de vous indiquer la bonne route. Le firewall, le pare-feu, lui, c'est totalement différent. Son job, c'est de filtrer, c'est la douane. Il inspecte chaque paquet et il décide est-ce que celui-là a le droit de passer, oui ou non. En gros, le routeur dit par où et le firewall dit est-ce que tu as le droit de passer. Alors, pourquoi on les confond ? Parce que dans la pratique, ils sont très souvent dans le même boîtier. Votre box opérateur, par exemple, fait les deux. Les solutions, comme OpenSense ou Unify, font aussi les deux. La plupart des routeurs modernes intègrent directement le firewall. Mais ça reste 2 fonctions bien distinctes. Et les distinguer, c'est important pour comprendre ce qu'on fait quand on configure les règles. Gardez simplement cette image en tête. Le routeur, c'est le GPS, il sait où envoyer les paquets, et le firewall, c'est le vigile. Il sait lesquels ont le droit de passer. Maintenant, on va s'attaquer à un concept que j'ai volontairement laissé en suspens à la fin de la vidéo précédente. Je vous avais posé la question, comment vos appareils, qui ont tous des adresses privées comme 192.168.1.50, arrivent-ils à communiquer avec Internet alors qu'ils n'ont pas d'adresse publique ? Parce que, rappelez-vous, seules les adresses publiques peuvent circuler sur Internet. La réponse, c'est le NAT, Network Address Translation, ou en français, la traduction d'adresse réseau. Et je vous promets, une fois que vous aurez compris la métaphore, ce sera très limpide. Je sais que vous aimez les métaphores dans cette série. Imaginez un immeuble de bureau. À l'intérieur, vous avez 50 employés. Chacun a son propre bureau. Bureau 101, bureau 102, ainsi de suite. Mais l'immeuble en lui-même n'a qu'une seule adresse postale vis-à-vis du monde extérieur. Une seule. Quand un employé du bureau 101 veut envoyer une lettre à l'extérieur, il ne met pas bureau 101 comme adresse de retour. Parce que le monde extérieur ne connaît pas les numéros de bureau interne. Il va simplement mettre l'adresse de l'immeuble. Ensuite, c'est le secrétariat de l'immeuble, situé à l'accueil, qui va gérer ça. Quand la lettre part, le secrétariat note dans le registre la lettre 4512 vient du bureau 101. Puis il remplace l'adresse d'expédition par l'adresse publique de l'immeuble et il l'envoie. Quand la réponse arrive, le secrétariat regarde son registre. Ah, lettre 4512, c'est pour le bureau 101. Et il lui fait suivre. Eh bien, le NAT, c'est exactement le même fonctionnement. Votre routeur, c'est le secrétariat. Votre réseau local avec toutes ses adresses privées, ce sont les bureaux. Et l'adresse publique de votre box, c'est l'adresse de l'immeuble. Quand votre PC en 192.168.1.50 veut aller sur YouTube, il envoie sa requête au routeur. Le routeur note dans sa table de traduction, cette requête vient de 192.168.1.50 sur le port 51.234, un port temporaire pour identifier la session. Puis il remplace l'adresse source privée par l'adresse publique de votre box, disons 86.123.45.67, et il envoie la requête sur Internet. Le serveur YouTube reçoit la requête, il voit l'adresse 86.123.45.67 sur le port noté par le routeur, et il répond à cette adresse sur ce même port.
La réponse arrive sur votre routeur qui consulte sa table. Ah oui, ce port, c'est pour 192.168.1.50. Et il lui transmet. Pour YouTube, il n'y a eu qu'un seul interlocuteur. Votre adresse publique, celle de votre routeur. Il ne sait pas et il ne saura jamais qu'il y a 30 appareils derrière. C'est grâce au NAT que des dizaines de milliards d'appareils peuvent utiliser Internet avec seulement quelques milliards d'adresses publiques en IPv4. Chaque foyer, chaque entreprise n'a besoin que d'une seule adresse publique et le NAT se charge de distribuer le trafic en interne. Petit point vocabulaire de puriste. Ce type précis de NAT, celui qu'on utilise au quotidien chez nous, s'appelle techniquement le PAT, Port Address Translation, ou parfois NAPT. La différence, c'est que le NAT pur fait correspondre une adresse privée à une adresse publique. Le PAT, lui, utilise en plus les numéros de port pour distinguer les différentes connexions. C'est ce qui permet à 50 appareils de partager une seule adresse publique en même temps. Dans la pratique, tout le monde dit NAT pour parler de PAT. C'est un abus de langage, mais c'est universel. Donc on va continuer à dire NAT, mais maintenant, vous le savez. Et ça évitera de me faire taper dessus par les puristes. Bon, le NAT permet à vos appareils de sortir sur Internet. Très bien. Mais qui décide de ce qui a le droit de sortir et surtout de ce qui a le droit de rentrer? C'est là qu'interviennent les règles de firewall. Une règle de firewall, c'est une instruction simple. C'est une ligne qui dit si un paquet correspond à ces critères, alors fais ceci. Les critères, ça peut être l'adresse source, l'adresse de destination, le port, le protocole, l'interface d'entrée et quelques autres choses. Et l'action, c'est en général l'une des trois suivantes. Hello pour autoriser le passage, block pour bloquer silencieusement le paquet, comme s'il disparaissait, comme s'il n'avait jamais existé. Et enfin reject pour bloquer en informant l'expéditeur qu'on a refusé son paquet. Block est égal silencieux, reject est égal non silencieux. Petite subtilité importante. Sur le WAN, donc côté Internet, on utilise quasiment toujours block plutôt que reject. La raison est simple, avec block, le pirate qui scanne votre adresse IP ne reçoit absolument rien en retour, donc même pas un refus. Pour lui, votre adresse semble vide, comme si personne n'habitait là. Avec reject, au contraire, vous lui envoyez clairement un non, ce qui lui confirme qu'il y a bien quelqu'un derrière cette adresse. Et ça, c'est déjà une information de trop. Prenons un exemple concret. Vous voulez que votre caméra surveillance puisse parler à votre NAS en local, mais qu'elle n'ait jamais accès à Internet. Pour ça, vous allez créer deux règles. Première règle, source, c'est la caméra. La destination, le NAS, et l'action Hello pour autoriser. Cette règle dit donc que la caméra peut contacter le NAS pour lui envoyer par exemple ses enregistrements. Deuxième règle, la source, ce sera la caméra, la destination n'importe quoi d'autre, et action bloc. La caméra ne pourra donc rien faire d'autre. Ça reste assez simple. Eh bien, c'est exactement ce genre de choses que vous ferez lorsque vous aurez un vrai routeur firewall sous votre contrôle. Mais il y a un point crucial à comprendre. L'ordre des règles compte énormément. Le firewall lit les règles de haut en bas. Et dès qu'un paquet correspond à une règle, cette règle est appliquée et le firewall arrête de chercher. Et donc, le paquet ne sera pas comparé aux règles suivantes. C'est ce que l'on appelle le first match, la première règle qui correspond gagne. Ça veut dire que si vous mettez en premier la règle block tout et la règle autoriser la caméra vers le NAS en deuxième, ça ne fonctionnera pas. Parce que la règle de blocage sera lue en premier, elle correspondra et le paquet sera bloqué avant même d'atteindre la règle d'autorisation. L'ordre typique, c'est d'abord les règles spécifiques, ce qu'on autorise exactement, puis à la fin, une règle générale qui va bloquer tout le reste. Maintenant, parlons aussi d'un autre concept important, les zones de confiance. Quand vous allez configurer un vrai routeur firewall, que ce soit OPNsense, UniFi ou autre, vous allez organiser votre réseau en zones. Et chaque zone a un niveau de confiance différent. Et les règles de firewall vont définir ce qui peut circuler entre ces zones. La première zone, c'est la plus évidente, c'est le LAN. C'est votre réseau local, votre chez vous. C'est la zone de confiance maximale. Les appareils ici sont les vôtres, vous leur faites confiance. En général, le LAN, on autorise la plupart des communications. À l'opposé, vous avez le WAN, c'est Internet, la zone de confiance 0. Par défaut, un firewall correctement configuré bloque absolument tout ce qui vient du WAN et qui essaie d'entrer dans votre réseau. Rien ne rentre, sauf si, évidemment, vous l'avez explicitement autorisé. Et c'est là qu'arrive un troisième concept que vous croiserez de temps en temps, et que vous avez peut-être même déjà croisé, la DMZ, la zone démilitarisée. Son nom bien barbare vient effectivement du vocabulaire militaire, et l'idée est la même. La DMZ, c'est une zone intermédiaire.
Elle n'est ni aussi protégée que votre LAN, ni aussi exposée que le WAN. C'est un espace où vous placez des appareils qui doivent être accessibles depuis Internet, mais que vous ne voulez surtout pas mettre directement dans votre réseau local. Alors, en réalité, sur les box des FAI, c'est souvent tout autre chose, davantage une redirection de tous les ports, mais on y reviendra dans les parties pratiques de cette série. Pour notre installation domotique, la DMZ est un bon concept à connaître, même si vous n'en aurez peut-être pas besoin immédiatement. Contrairement au VLAN qu'on abordera dans une prochaine vidéo, et vous verrez que la logique est très similaire. Isoler les appareils selon leur niveau de confiance. En résumé, la logique est toujours la même, plus une zone est exposée, moins on lui fait confiance et plus les règles sont strictes. Abordons maintenant deux mécanismes que vous avez peut-être déjà croisés si vous avez déjà fouillé dans les réglages de votre box. Le port forwarding et l'UPnP. On a vu que par défaut, le NAT et le firewall bloquent tout ce qui vient d'Internet et essaient d'entrer dans votre réseau. C'est le comportement normal et sain. Mais parfois, vous avez besoin qu'un service soit accessible depuis l'extérieur. Par exemple, vous voulez accéder à votre Home Assistant depuis votre téléphone quand vous n'êtes pas chez vous, ou vous hébergez un serveur de jeu et vos amis doivent pouvoir s'y connecter. Le problème, c'est que depuis Internet, on ne voit que votre adresse publique, votre box, pas les appareils derrière. C'est là qu'intervient le port forwarding, la redirection de port. Le principe est simple. Vous allez dire à votre routeur, si quelqu'un contacte mon adresse publique sur le port 8123, redirige-le vers l'appareil 192, 168, 1, 10 sur le port 8123. Allez, on va reprendre notre immeuble de bureau. Par défaut, si quelqu'un se présente à l'accueil et demande à voir un employé précis, le secrétariat refuse. Désolé, on ne laisse entrer personne. Avec le port forwarding, c'est comme si vous aviez donné une consigne spéciale au secrétariat. Du type, si quelqu'un vient en demandant le service 8123, envoyez-le directement au bureau 10. Le port forwarding, c'est exactement ça. C'est un trou volontaire et contrôlé dans votre protection. Très utile, mais à utiliser avec précaution. Chaque port ouvert reste une porte potentielle pour un attaquant. Donc, on n'ouvre que ce qui est strictement nécessaire et idéalement, on ajoute des protections supplémentaires comme du VPN. Mais ça, c'est un autre sujet. Attention, petite subtilité importante. Pour que le port forwarding fonctionne, il faut que votre opérateur vous fournisse une vraie adresse IP publique dédiée. Or, aujourd'hui, avec la pénurie d'IPv4 dont on a parlé dans la vidéo précédente, certains opérateurs partagent une même adresse publique entre plusieurs clients. C'est ce qu'on appelle le CGNAT, pour Carrier Grade NAT. Concrètement, c'est un NAT au-dessus de votre NAT. Votre box fait du NAT et le réseau de l'opérateur fait un deuxième NAT par-dessus. Vous sentez le bazar un peu. C'est notamment le cas sur les connexions 4G, 5G, Starlink et certaines offres fibres d'entrée de gamme. Si c'est votre cas, le port forwarding classique ne marchera tout simplement pas. Mais pas de panique, on verra des solutions comme l'IPv6 ou les tunnels plus tard dans cette série. Maintenant, l'UPnP, Universal Plug and Play. Si le port forwarding est un trou contrôlé, l'UPnP, lui, c'est un trou non contrôlé dans votre sécurité. C'est un mécanisme qui permet à vos appareils d'ouvrir eux-mêmes des ports sur votre routeur, automatiquement, sans vous demander votre avis. Votre console de jeu qui veut du multijoueur, elle ouvre un port toute seule via UPnP. Votre application de visio qui a besoin d'un port spécifique, pareil. Alors, c'est extrêmement pratique, je ne vais pas vous mentir. Mais par contre, c'est un cauchemar en termes de sécurité. Parce que n'importe quel appareil sur votre réseau peut ouvrir n'importe quel port sans aucun contrôle. Cette caméra chinoise dont on parlait au début, eh bien, si l'UPnP est activée, elle peut très bien se rendre elle-même accessible depuis Internet. Et vous ne le saurez jamais. C'est comme si n'importe quel employé de l'immeuble pouvait donner les clés de l'entrée à qui il veut sans prévenir personne. Donc, ma recommandation est très claire là-dessus, désactivez l'UPnP. Quelle que soit votre box actuelle ou sur votre futur routeur. Si un appareil a besoin d'un port ouvert, configurez-le manuellement avec du port forwarding. Au moins, vous savez exactement ce qui est ouvert et pourquoi, au prix que ce soit un petit peu moins flexible. Et oui, l'automatique n'a pas toujours que de bons côtés. Avant de conclure, il y a un dernier concept que j'aimerais aborder parce qu'il vous sera utile pour comprendre les règles de firewall. Le suivi de connexion ou Stateful Inspection. On a dit que le firewall bloque tout ce qui vient du WAN. En réfléchissant un peu, vous pourriez vous demander « Mais alors, quand je vais sur YouTube et que le serveur me renvoie la vidéo, c'est bien du trafic qui vient d'Internet. Pourquoi il n'est pas bloqué ?» Et ce serait une excellente question. Et la réponse est le suivi de connexion. Un firewall moderne est dit stateful, c'est-à-dire qu'il a de la mémoire. Il garde une trace de toutes les connexions en cours. Quand votre PC initie une connexion vers YouTube, le firewall note « OK, une connexion sortante a été ouverte ».
par 192.168.1.50 vers le serveur YouTube. Quand la réponse de YouTube arrive depuis Internet, le firewall vérifie son registre. Est-ce que cette réponse correspond à une connexion que quelqu'un a initialisée chez moi? Oui, alors je laisse passer. Si à l'inverse, un paquet arrive d'Internet sans que aucun appareil de votre réseau n'ait initié de connexion correspondante, le firewall le bloque. C'est pour ça que les règles de firewall ne concernent généralement que les nouvelles connexions. Les réponses aux connexions existantes sont traitées automatiquement. Vous n'avez pas besoin de créer une règle pour autoriser les réponses de YouTube. Seule la règle qui autorise la sortie suffit. C'est un point important à comprendre parce que sinon, quand vous allez créer vos premières règles sur votre routeur firewall, vous allez vous demander pourquoi vous n'avez pas besoin de créer des règles dans les deux sens. Maintenant, vous savez. Allez, on récapitule cette vidéo. Le routeur achemine les données, c'est l'aiguilleur. Le firewall filtre les données, c'est le vigile. Souvent dans le même boîtier, mais deux fonctions bien distinctes. Le NAT permet à tous vos appareils avec des adresses privées de partager une seule adresse publique pour aller sur Internet. Le routeur tient un registre des connexions et redistribue les réponses. Les règles de firewall définissent ce qui a le droit de passer. Elles se lisent de haut en bas et la première règle qui correspond est appliquée. L'ordre est donc crucial. Un firewall stateful garde en mémoire les connexions actives. C'est ce qui lui permet de laisser passer les réponses légitimes sans règles supplémentaires. Votre réseau se découpe en zones de confiance. Le LAN de confiance, le WAN hostile et potentiellement une DMZ pour les services exposés. Mais on verra plus tard les VLAN. Le port forwarding, c'est une redirection manuelle et contrôlée à condition d'avoir une vraie IP publique et pas du CGNAT. L'UPnP, c'est une ouverture automatique et incontrôlée. Désactivez-moi cette UPnP. Tous ces concepts sont universels. Que vous utilisiez OPNsense, UniFi, Omada ou même les réglages avancés de votre box, la logique est exactement la même. Et c'est justement pour ça qu'on prend le temps de les comprendre maintenant, pour être à l'aise quelle que soit la solution que vous choisirez dans la partie pratique. Dans la prochaine vidéo, on va parler des IPv6. Oh, je sais, ça fait peur. Mais c'est un sujet incontournable si vous voulez comprendre votre réseau en profondeur. Déjà parce que votre FAI vous donne déjà des adresses IPv6, que vous le vouliez ou non. Mais surtout, et ça concerne directement la domotique, c'est que le protocole Matter, celui qui est censé unifier tous vos objets connectés, repose entièrement sur l'IPv6. Donc, si vous voulez comprendre comment Matter fonctionne sur votre réseau et surtout le configurer correctement, il va falloir maîtriser l'IPv6. Vous inquiétez pas, on va démystifier tout ça ensemble. Si cette série vous plaît, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu parce que ça soutient ce travail titanesque. Et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça et le forum omation.com aussi. En attendant, portez-vous bien. Ciao!